Hunter x Hunter est un manga de Yoshihiro Togashi souvent mentionné comme l'un des meilleurs du genre. En ce qui me concerne, il s'agit de l'une des œuvres qui m'a le plus impacté dans ma vie, ainsi que selon moi un exemple en termes d'écriture, de style ainsi que de thématique. On y suit le personnage de Gon, un jeune garçon à la recherche de son père disparu, et qui se retrouve ainsi à devoir voyager dans un monde semi-fantaisiste, au travers duquel il va devoir affronter différentes menaces au fil des arcs. L'arc que je vais traiter dans cette analyse est celui des fourmis chimères. Les fourmis chimères, ce sont une espèce de fourmis assez particulière qui fonctionne par absorption hybride. En gros, lorsque la reine va ingérer des individus de plusieurs espèces différentes, elle va être capable de donner naissance à des fourmis chimères qui auront un mélange des caractéristiques physiques et comportementales des espèces ingérées. Toute l'idée de l'arc est que les fourmis chimères sont arrivées à un stade, à une génération où elles sont capables d'ingérer et d'absorber les caractéristiques des humains. On y observe donc le développement d'un conflit entre humanité et animalité tel que représenté par les personnages hybrides de ce nouvel arc. C'est donc ce qui va être le sujet de mon analyse. Nous allons d'abord étudier le chamboulement qu'est l'arrivée du gène humain chez les fourmis chimères à travers la théorie de la société liquide de Zygmunt Bauman, ainsi que celle de la société de jouissance de Todd McGowan. Nous parlerons ensuite de la caractérisation de l'humanité chez les fourmis chimères en abordant la psychanalyse lacanienne, et nous terminerons par aborder la théorie de l'inquiétante étrangeté développée par Freud. Zygmunt Bauman décrit la société liquide comme un état de notre monde où tout est devenu mobile, fluide et incertain. Cela concerne aussi bien nos relations que notre manière de définir notre identité ou notre statut social. Il s'agit donc d'une société dans laquelle tout élément devient fragile et changeant. Par définition, la société liquide fait forcément suite à une société dite solide, soit beaucoup plus stable et constante. Cela se retrouve chez les fourmis chimères, ou en tout cas chez leur première génération, qui sont définies par une organisation rigoureuse. Au sommet, il y a la reine, ensuite sa garde rapprochée, puis les commandants. Les lieutenants sont sous l'autorité directe des commandants. Et tout en bas de la pyramide, sous les ordres des lieutenants, il y a les simples soldats et les ouvriers. La reine reste constamment dans le nid. Et à chaque cycle, elle donne naissance à un roi. Les rois s'accouplent avec les différentes espèces qu'ils rencontrent pendant leur voyage. Ils donnent alors naissance aux reines de la génération suivante. Dans cette organisation, chaque fourmi a sa place, qui reste la même durant toute sa vie. Cela est poussé par une véritable dévotion qui pousse les fourmis chimères à obéir à leur roi ou à leur reine. Un très bon exemple de cela est le personnage de Koruto, qui est entièrement dévoué à la reine. Mais le meilleur exemple de cela est celui des 3 gardes royaux qui naissent pour soutenir le roi et pour le protéger au cours de sa vie, et qui sont portés par une dévotion quasiment christique. Nous vous promettons de satisfaire tous vos désirs. Nous nous engageons à exaucer le moindre de vos souhaits. Et nous faisons le serment d'obéir à tous vos ordres. Ensuite, on a l'idée d'une société de jouissance développée par Todd McGowan, mais qu'il décrit comme faisant nécessairement suite à une société dite de la privation ou du devoir. C'est une société dans laquelle la morale, un ordre établi ou une entité supérieure vont en priorité de la satisfaction de nos désirs personnels. Là encore, chaque fourmi chimère est entièrement dévouée à la ruche et à son fonctionnement. Il est important de noter qu'un bon exemple de société du devoir est celle de la France d'avant la Révolution française, qui était beaucoup régi par la religion et par le fait de dédier sa vie à sa foi pour gagner une place au paradis. On avait donc une dévotion totale envers une sorte d'ordre d'entité supérieure qui était représentée par Dieu et par l'Église. Et bien là, ici, comme dit précédemment, cela est représenté par le roi et la reine qui font quasiment figure de déité vis-à-vis des fourmis chimères. Il venait de partager un instant privilégié avec l'être unique qui, tel un phénix, avait flirté avec la mort pour mieux renaître. En communiant ainsi avec leur roi, Poufou et Youpi atteignirent le stade ultime. Le sommet de leur espèce, le sanctuaire de la reine. Seulement, tout ce que je viens de vous dire
c'était avant que le gène humain n'entre chez les fourmis chimères. En effet, dès que cela survient, les fourmis chimères commencent à devenir de plus en plus dissidentes. Elles se mettent à désobéir aux ordres et même à chasser des humains juste pour le plaisir, sans prêter attention aux devoirs qu'elles ont pour la reine. Cette liquéfaction de la société des fourmis chimères s'accompagne d'une remise en question de leur rôle dans la ruche et donc de la création de nouveaux statuts sociaux qui deviennent éphémères et instables. En effet, plusieurs fourmis chimères décident subitement de s'improviser roi ou reine de leur propre colonie. C'est le cas des personnages de Léor, Zazan ou Yonju. Le caractère éphémère et instable de ces nouveaux statuts est représenté par un destin funeste qui arrive bien rapidement pour chacun de ces personnages. En plus de la société solide, il y a également la société du devoir, la société de la privation, qui se met à se transformer pour devenir une société de la jouissance. Les fourmis chimères se mettent à désobéir à leur reine, à se dévier de leurs devoirs pour satisfaire leurs plaisirs personnels en chassant des humains et en les massacrant à leur guise. J'aime surtout le moment où leur visage est pétrifié par la peur. C'est trop drôle. Une fois qu'on a goûté à ce petit plaisir, on peut plus s'arrêter. Cela se développe dans une logique consumériste mais aussi identificatoire, puisqu'au fil de l'histoire, les fourmis chimères commencent à s'entre-influencer et à se forcer entre elles à poursuivre ce jeu, cette satisfaction de plaisir personnel. Un parfait exemple de cette dichotomie entre société solide et société liquide est l'opposition entre deux personnages, celui de Koruto et Ramoto. Koruto est l'une des premières fourmis chimères à naître avec des gènes humains et est donc encore fortement empli d'une dévotion envers la reine. Il rappelle en permanence à l'ordre les autres fourmis chimères pour s'assurer que la ruche suive son bon fonctionnement. A l'inverse, Ramoto, son subordonné, passe son temps à lui désobéir et à chasser les humains plus pour le plaisir que pour satisfaire les besoins de la reine. Il passe son temps à écouter ses pulsions, quitte à prendre son supérieur de haut à plusieurs reprises. C'est un ordre, est-ce que tu m'entends? Lâche-le, Ramoto. C'est invraisemblable. Ils n'en font vraiment tous qu'à leur tête. Avec cette liquéfaction de la société surviennent des traits que l'on peut lire au travers d'une psychanalyse lacanienne. Jacques Lacan estime en effet que notre humanité est divisée entre trois registres, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Le réel désigne tout ce qui appartient au domaine des choses. Il ne peut ni être représenté par des images, ni être expliqué par le langage, et il échappe donc à l'imaginaire et au symbolique. Le réel inclut tout ce qui est de l'ordre du traumatisme, de la névrose et de la pulsion. Chez les fourmis chimères, cela peut être associé à tout leur aspect animalier, et notamment je pense ici à toutes leurs pulsions sanguinaires que l'on a abordées plus tôt, la façon dont ils chassent et dont ils prennent du plaisir à pratiquer cette chasse. Mais le réel existe également en elles au travers de tous les comportements dont elles héritent, à partir des espèces ingérées par la reine. Ça ressemble à l'œuvre d'une pie-grièche. C'est un genre de passereau de la famille des Laniidae. Elles ont pour habitude d'empaler leur proie sur des branches d'arbres. Hey! Cela crée en elles des comportements instinctifs comme une sorte de manifestation du refoulé et de leur inconscient. Par exemple, on nous explique plus tard dans l'arc que la dévotion de Koruto envers la reine est liée au fait qu'il était dévoué à la protection de sa famille lorsqu'il était humain. Le symbolique, quant à lui, est le domaine du langage qui permet aux humains de structurer et de donner naissance à toutes leurs relations sociales et leur culture. Le langage s'immisce très vite dans la vie des fourmis chimères puisque ces dernières s'inspirent de livres écrits par les humains pour reproduire leur comportement. C'est notamment ces livres qui vont leur donner l'idée de s'attribuer des noms. Les humains ont des noms. Est-ce que vous nous autoriseriez à posséder des noms, nous aussi? Des noms? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une sorte de code. Cela permet de nous différencier les uns des autres et de préciser à qui l'on s'adresse. Je les trouve très étranges. Ils veulent se différencier les uns des autres en s'attribuant des noms. Ils rivalisent tous entre eux pour faire pérenniser notre espèce. Mais ils persistent à cultiver leur originalité. La symbolique du nom est très présente dans cet arc, car c'est ce qui va permettre aux fourmis chimères de s'attribuer un statut social et de définir leur identité. Par exemple, au cours de l'arc, le personnage d'Agia va décider de changer de nom pour affirmer une stature et une forme de fierté. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Agia?
Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est Léor. T'essaies de m'énerver, hein? J'aime pas qu'on m'appelle par mon ancien nom. D'après Lacan, un autre aspect du langage est que dès que l'on y entre, on y est prisonnier. En effet, une fois que l'on s'immisce dans le langage, nous ne sommes plus capables de distinguer le réel qui se trouve au travers. Cette idée se développe au travers du personnage de Meruem, antagoniste principal de l'arc. Et vous? Comment vous appelez-vous, Majesté? Si je puis me permettre de vous poser la question. Oh. Mon nom. Comment je m'appelle? En effet, lorsque Meruem va naître, il va immédiatement décider de quitter la ruche avant de connaître son nom, ce qui fait qu'il va l'ignorer pendant une bonne partie de l'arc. Cela va beaucoup peser sur sa psychologie, et va même pouvoir être utilisé contre lui comme un outil de chantage. Si tu parviens à me faire admettre ma défaite, je te dirai ton nom. Ce qui montre donc qu'il se retrouve prisonnier de cet aspect du langage. Enfin, l'imaginaire est associé au domaine des images et du moi. Il est fortement lié à l'idée du stade du miroir et donc à la conscience de soi ou en tout cas de l'image que l'on a de nous. C'est à travers l'imaginaire que se définit le moi idéal, une sorte d'image de nous-mêmes que nous allons ensuite décider d'affirmer. C'est ce que font les fourmis chimères par exemple en choisissant des styles vestimentaires tous différents les uns des autres. Cette idée du moi idéal, de l'auto-identification, se retrouve également dans l'apparence même des fourmis chimères qui différencient énormément d'un individu à l'autre dû à leur nature hybride et changeante. Mais un autre élément de la diégèse de Hunter x Hunter, qui se rattache beaucoup à la notion d'imaginaire, c'est le nen. Le nen est un système fantastique dans l'œuvre qui décrit le fait de pouvoir faire appel à des facultés surnaturelles. Toute l'idée est que grâce au nen, chaque personnage peut façonner ses pouvoirs comme il l'entend. Ce qui fait que très souvent, les pouvoirs d'un personnage vont refléter son identité ainsi que sa personnalité. Il est important de noter que cette représentation n'est qu'une illusion qui n'a que peu de tangibilité dans le réel. Et les fourmis chimères, dès qu'elles vont obtenir des gènes humains, vont être capables d'utiliser le nen et donc de créer des pouvoirs qui les correspondent, qui leur permettent d'affirmer leur moi idéal ou de servir comme miroir d'eux-mêmes. Le personnage de Jido, par exemple, est une fourmi chimère mi-humaine, mi-guépard. Il va donc créer une capacité lui permettant de matérialiser un décor de savane, ce qui est comme pour lui un moyen d'affirmer son identité de guépard. Or, ce décor de savane, c'est un faux. Ça n'est qu'une façade, une illusion qui montre que l'imaginaire, les images, ne peuvent pas représenter fidèlement la réalité, de la même manière que le langage ne peut pas l'expliquer. Cette émergence de l'humanité dans une structure animalière et insectoïde s'accompagne d'une inquiétante étrangeté, concept imaginé et développé par Sigmund Freud. Il s'agit d'un sentiment de peur, d'angoisse ou d'inconfort qui survient lorsqu'il y a un conflit entre l'étrange et le familier. Cette idée se bâtit sur un retour du refoulé, des profondeurs de l'inconscient. Ces traits que l'on réprime car ils nous dérangent. Cela se dégage chez les fourmis chimères par tous les comportements et souvenirs dont elles héritent et qui remontent pour définir leurs actions. La violence et leur pulsion sanguinaire, que l'on pourrait qualifier d'animal, nous confrontent également à notre animalité intrinsèque que l'on refoule constamment. Ce conflit entre humanité et animalité, entre ce que l'on affiche et ce que l'on refoule, se retrouve être développé tout au long de l'arc avec les personnages de Meruem, antagoniste qui découvre petit à petit son humanité. Ta vie était en danger, tu aurais dû me prévenir. Qu'est-ce qui me prend? Tu es une hôte de grande importance. Qu'est-ce que je raconte? N'étais-je pas sur le point de la tuer avant d'entrer dans la pièce? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Egon, protagoniste, qui abandonne progressivement cette dernière dans une quête de vengeance. Quoi? Elle doit me tuer? Alors elle ne va pas le soigner? Tu n'es qu'une menteuse.
L'inquiétante étrangeté se manifeste aussi dans la figure du double. Les fourmis chimères sont ici un miroir de notre propre rapport à notre humanité et animalité. Le conflit entre étranges et familiers ressort de leur apparence hybride, partiellement humaine et partiellement animale. Un décalage se crée entre leur comportement monstrueux et leurs réflexions de plus en plus humaines. On en revient à la notion d'Uncanny Valley, vallée de l'étrange, que j'ai mentionné dans mon essai sur le Mandela Catalogue. C'est ce sentiment d'angoisse et d'inconfort qui survient lorsque l'on est confronté à quelque chose qui paraît humain, mais pas vraiment. Ces sentiments sont amplifiés par le médium au travers duquel Hunter x Hunter est narré. L'art du manga est très reconnaissable par la façon dont il dépeint les sensations et émotions de ses personnages de façon très marquée. Cela se retrouve également dans les nombreuses adaptations animées des mangas qui reprennent nombre de leurs codes pour l'animation. L'art de Yoshihiro Togashi va particulièrement dans ce sens d'inquiétante étrangeté. Lorsqu'il dessine Hunter x Hunter, il est capable d'alterner entre un trait enfantin et des planches dignes d'œuvres horrifiques, renvoyant à cette rencontre entre familier et étrange. Ces visuels perturbants ont atteint leur paroxysme durant l'arc des fourmis chimères, le plus sombre de tout le manga. Cette subtilité visuelle, bien que pas autant présente que dans le manga, se retrouve dans plusieurs aspects de l'adaptation animée sortie en 2011. L'arc des fourmis chimères nous confronte à notre propre humanité et l'illusion selon laquelle elle nous rendrait meilleurs que les autres espèces peuplant la Terre. Cette idée est mise en avant dans le rapport croisé entre Meruem, monstre apathique développant une sensibilité et une empathie, et Gon, jeune garçon jovial qui tombe dans l'obsession vengeresse, la violence animale et le vide émotionnel. Nous avons pu étudier ces rapports au travers des théories de la société liquide, de la société de jouissance, la psychanalyse lacanienne et l'inquiétante étrangeté. Mais chaque arc de ce manga développe ses propres thématiques et discours. Yoshihiro Togashi est un véritable artiste qui n'a de cesse de nous communiquer sa vision du monde et des vices de l'humanité. Les opportunités de lecture exploitant les théories précédentes et bien d'autres encore sont nombreuses et n'attendent que d'être explorées. Say